Très bien, bonsoir à tout le monde. Merci de nous suivre. C'est le deuxième AMA qu'on a avec Atoa. Donc, on a Mehdi avec nous. On va faire un petit peu la structure qu'on a l'habitude de faire. Vous avez déjà sous les yeux, si vous regardez la vidéo, les questions qu'on va poser. On a quelques petits spectateurs avec nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des personnes en direct. Donc les personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser des questions plus tôt à la fin, s'il vous plaît. Et on va tout de suite commencer. Donc moi, je vais faire la première partie, puis Cyril fera la deuxième partie. Merci Mehdi d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, cet AMA est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. On ne va pas être trop précis parce qu'on ne va pas s'engager sur des trucs dont on n'est pas certain. Alors, pour commencer, Mehdi, si tu peux nous rappeler très succinctement Atoa, nous le représenter, mais alors vraiment court de chez court, parce qu'on est bien au courant, puis si c'est le deuxième numéro, c'est parce que tu es présenté au premier numéro, etc. Donc on t'écoute. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Atoa, on va commencer par un truc tout simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire ensemble aux îles Samoa. Voilà, pour ceux qui auront l'occasion d'aller surfer là-bas, voilà ce que ça veut dire, voilà d'où ça vient. Notre mission, c'est de permettre à plein de gens avec des budgets très divers de se regrouper pour investir sur un actif réel. Voilà, ça, c'est la mission d'Atoa. Après, dans les particularités, nous, on a toujours voulu être un modèle qui fractionne / tokenise directement les actifs. En gros, que nos investisseurs aient réellement la main sur l'actif. Donc, on a choisi un montage original. Aujourd'hui, l'essentiel du marché européen est fait sous forme obligataire, beaucoup pour des raisons de régulation. Voilà, l'obligation, c'est de la dette. Donc, nous, on voulait vraiment aller sur quelque chose où les investisseurs détiennent l'actif. Et le deuxième sujet, c'est qu'on veut être vraiment un pont entre le monde crypto et le monde réel et les actifs réels. Et donc, on travaille depuis bientôt 2 ans, mais on en parlera également à la question 4, pour avoir dans notre montage un actif numérique ou utility token en fonction de comment on le désigne. On a commencé sur de l'immobilier parce que mes 2 cofondateurs ont 20 ans d'immobilier, mais le modèle est destiné demain à proposer à nos investisseurs d'autres types d'actifs, alors pas trop exotiques, mais des choses comme du photovoltaïque, potentiellement de la forêt, de la terre agricole. Voilà, donc on ne sera jamais très loin en termes de philosophie de l'immobilier. Voilà, mais le modèle a vocation à permettre de proposer d'autres choses et d'aller loin dans la diversification d'un portefeuille. Voilà en quelques mots qui on est, ce qui a construit notre façon de faire les choses, ce qu'on aimerait faire dans les années qui viennent. Merci. On a déjà appris un truc, c'est que Atoa avait pour ambition de se développer sur un peu des autres choses que de l'immobilier très traditionnel. Perso, je ne le savais pas, mais bon, voilà. Merci. On va passer tout de suite à la question numéro 2. Si tu peux nous faire un retour sur la première vente, première mi-temps, première vente, deuxième mi-temps, on va les appeler comme ça, où on en est actuellement sur l'immeuble de Niort. Je ne sais pas, au niveau travaux, les travaux ont commencé, ouais. Au niveau budget, etc. Avec grand plaisir. Donc, alors, si on parle travaux, donc pour rappel, dans cet immeuble, il y a 5 lots d'habitation et un garage au sous-sol. Donc, le sujet qui aujourd'hui n'a pas avancé pour des raisons administratives / politiques, c'est un sujet qu'on avait de toute façon pas chiffré et on n'avait pas fait souscrire pour cette partie-là, qui était la transformation du garage du rez-de-chaussée en un 6e lot d'habitation. Voilà, donc ce sujet-là, on l'avait évoqué dans les possibilités, mais aujourd'hui, il n'est pas du tout avancé, pas du tout à l'ordre du jour. Sur les 5 lots d'habitation existants, il y en a 3 qui ont été rénovés, donc qui sont aujourd'hui en location. Celui qui était en très bon état n'a pas encore été rénové parce qu'il n'y a pas eu de rotation de locataires. Et par contre, ce qu'on a commencé il y a plusieurs semaines maintenant,
c'est le plus gros chantier qui est la rénovation du lot du rez-de-chaussée et son agrandissement en récupérant une remise d'environ 20 mètres carrés qui se trouvait derrière un mur non porteur. Donc ça, c'est le gros sujet qui nous occupe ces dernières semaines. Il se trouve, alors pour les clients qui sont investisseurs sur ce projet-là, ils ont reçu un mail. On a eu une mauvaise surprise, mais on anticipe toujours ce type de petite mauvaise surprise. Quand on a percé le mur, on s'est rendu compte qu'il y avait un des poteaux de soutènement qui n'était pas en très bon état. Donc on en a profité pour procéder à son remplacement. Ça nous a retardé un tout petit peu le chantier. Et là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, puisque on prévoit la fin totale des travaux du rez-de-chaussée, on va dire vers le 30-31 juillet, la réception du mobilier vers le 1er août. Et le même jour que l'installation du mobilier, on fait l'ensemble des photos du bien et on le met immédiatement en exploitation, sachant que ce lot-là, on a prévu de le démarrer conformément au business plan en location courte durée. Donc on est vraiment tout prêt à 3 semaines de la finalisation finalement du lot de travaux le plus lourd de The One. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que quand on avait présenté le projet, on avait anticipé qu'il nous faudrait plus de temps pour procéder à la rénovation totale du bien. Voilà pour la partie travaux. Ensuite, pour la partie rendement, la bonne nouvelle, c'est que, alors pour ceux qui sont investisseurs, le rendement n'a pas baissé quand on a mis en travaux de l'eau du rez-de-chaussée, ce qui aurait dû être le cas, puisque ça faisait un lot sur 5 qui n'était plus en exploitation. Ce qui fait que le rendement n'a pas baissé, c'est que y a un autre lot qui a été mis en location courte durée, parce que la période s'y prêtait plus que trouver un locataire en logement longue durée. Et ça marche très très bien. Ce lot qui est plus petit que le rez-de-chaussée marche très très bien. Et comme il a dépassé ce qu'on espérait, et ben, il a permis finalement de compenser le manque à gagner du loyer du rez-de-chaussée. Voilà, donc notre objectif, c'est une fois que l'ensemble de l'immeuble sera en exploitation complète, bah, ce qu'on prévoit, c'est de monter la partie rendement reversé. Sachant que je précise que on a commencé l'amortissement du prêt. Hein, il y a un effet de levier crédit sur Niort. On avait les premiers mois qui étaient en différé de crédit. Là, aujourd'hui, on a commencé à rembourser mensuellement le prêt. Voilà, donc on a le remboursement mensuel du prêt, on a un lot qui est en travaux et malgré tout, on maintient la partie reversée du rendement. Donc, j'ai envie de dire, je touche du bois que sur Niort, tout se passe bien. Ok, super, c'est effectivement des bonnes nouvelles, des nouvelles comme on aime, c'est-à-dire on nous promet des trucs qui arrivent et même en mieux. Euh, sur le modèle juridique d'ATOA, ben, tu l'avais évoqué, c'était de la fiducie, on est assez au clair là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler des, si c'est pas secret, des négociations que tu as avec l'AMF, parce que ça fait effectivement, je sais pas, de tête peut-être 1 an que tu es en contact avec eux, Deux, ou pas loin. Euh, et est-ce que c'est un problème avec eux concernant le modèle juridique de la fiducie ou c'est des autres types de problèmes, peut-être avec par rapport au token utilitaire dont tu as parlé il y a quelques minutes. Si tu peux nous faire un petit descriptif de comment ça avance, s'il y a un espoir d'arriver un jour à quelque chose, Monsieur Mehdi, s'il te plaît. alors oui, il y a bien sûr un espoir d'arriver à quelque chose, parce que si ce n'était pas le cas, on aurait déjà fait une communication à l'ensemble de nos clients. Donc déjà, je vous rassure tout de suite, il y a aucun sujet sur le modèle juridique bâti autour de la fiducie. Et c'est logique, le mandat de l'AMF, c'est la protection de l'épargnant. Donc à partir du moment où on propose un modèle juridique qui protège mieux l'épargnant qu'à peu près tout ce qui existe aujourd'hui, c'est compliqué de leur mettre en cause. Alors, au-delà du spot publicitaire, hein, je vais être clair quand je dis
protège mieux que tout ce qui existe aujourd'hui. Il faut se rappeler que quand on a un modèle où la propriété de l'actif ou la propriété de la société qui détient l'actif appartient à une start-up, même si on met des protections du type hypothèque de premier rang, etc., etc., pour que la créance elle vaille, il faut que l'émetteur soit encore là. Donc, si je prends l'exemple d'Atoa, j'émettrai aujourd'hui des obligations pour acheter des biens immobiliers, je donnerai une hypothèque de rang 1, très bien, tout ça fonctionne très bien jusqu'au jour où les choses se passent mal. Atoa est liquidé, il y a un liquidateur judiciaire qui est nommé, le liquidateur il arrive, il dit attendez, moi j'ai des créanciers prioritaires, l'État, le fisc, l'URSSAF, à rembourser. Quel est le patrimoine de la société? Tiens, il y a des biens immobiliers, mais ça, enfin, les gens qui sont un peu au fait le savent, le client et l'actionnaire passent après ça. Donc le sujet, il n'existe pas tellement pour une société qui a beaucoup d'antériorité et d'existence. Par contre, pour de jeunes projets, même si on a une obligation avec une hypothèque de rang 1 ou un droit quelconque sur un SPV, alors autre que la cession des parts sociales, il y a un risque entre guillemets inhérent au modèle qui est est-ce que la boîte qui a émis tout ça est toujours là? Donc nous, à partir du moment où notre modèle, on cède la propriété à la fiducie et que la fiducie résiste à tout, y compris à notre disparition, ça aurait été un peu étrange que ça pose un problème à l'AMF. Néanmoins, pour être tout à fait honnête, j'avais expliqué au lancement d'Atoa que la fiducie était un modèle très répandu en Allemagne et en Suisse, moins utilisé curieusement pour l'instant en France. Donc, tous les avocats, y compris ceux qui travaillent à l'AMF, ont étudié la fiducie. Et sauf que quand on dit on va faire de la fiducie, tout le monde se rappelle vaguement du truc, mais il a fallu un petit peu de temps pour expliquer comment c'était monté, avec qui on travaillait. Voilà. Mais donc, il n'y a aucun sujet sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le sujet de discussion qu'on a avec l'AMF, effectivement, c'est la qualification du jeton. Donc, c'est le fait d'avoir un actif numérique dans notre modèle. Où est-ce qu'on en est? Donc, comme tu l'as évoqué, alors on n'est pas tout à fait à 2 ans, on fêtera les 2 ans de l'ouverture de notre dossier AMF le 5 août prochain. On a eu une audience au mois de mars, pas mal d'échanges. À l'issue de cette audience, je pense que tout le monde a bien compris ce qui était important pour l'AMF, ce qui était important pour nous. On a eu des orientations sur des ajustements qu'on pouvait faire pour satisfaire le régulateur et pour nous pouvoir faire ce qu'on souhaitait. On a terminé ce travail. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'actualité fraîche parce qu'on a terminé il y a, je dirais, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc là, on est en attente d'une date d'audience pour aller présenter cette copie à l'AMF. Et vous l'aurez compris, ce que j'espère bien évidemment, c'est que ce soit la dernière audience, en tout cas celle où on présente le modèle, où on pense avoir synthétisé tout ce que l'AMF attendait et tout ce qui pour nous est important stratégiquement, et qu'à la suite de ça, on se dise super, on n'a plus qu'à faire une note juridique pour mettre tout ça par écrit et c'est validé. Si c'est validé, l'étape suivante pour nous, ce sera de déposer un dossier d'enregistrement. Puisque quand on opère un actif numérique, on est sous législation PSAN/MiCA pour tous les cas d'usage qui nécessitent l'enregistrement. Donc, le marché secondaire, des services développés autour de ça, de l'échange de monnaie à cours légal contre des actifs numériques. Voilà. Donc, voilà où on en est. Donc, on espère être au bout de ce chemin-là. Je vous avoue qu'on n'avait pas prévu que ça prenne 2 ans. On espère que ça ne prendra pas plus de 2 ans. Ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, c'est traité. Voilà. Ceci dit, alors ça, vous n'avez que ma parole pour vous appuyer dessus. Les échanges se passent très bien. On est évidemment beaucoup challengé. On est aussi accompagné par le régulateur. On n'a pas juste une liste au Père Noël. On nous dit voilà ce qu'on attend de vous. Voilà comment vous pourriez ajuster tel et tel point pour nous donner satisfaction. Et donc, on espère vraiment arriver au bout de cette démarche dans les prochaines semaines.
Et donc, si tout se passe bien par hypothèse, début août, etc., ça veut dire que vous avez une accréditation officielle avec tous les papiers quand d'ici la fin de l'année ou avant ou... Alors, Si tout se passe bien, attention. Alors, ça dépend ce que tu appelles accréditation officielle. Aujourd'hui, les modèles qui émettent des titres financiers euh, en faisant une déclaration à l'AMF n'ont pas d'accréditation. Tu envoies un DIS à l'AMF, ce que nous avons fait en particulier pour le projet de Niort. Donc, tu déclares ton opération à l'AMF, mais à aucun moment l'AMF ne passe en revue ta société, ton modèle, etc., pour te dire que tu as le droit d'émettre des obligations ou pas. Ce qu'on aura, mais qui ne sera évidemment pas communiqué, c'est une validation que nous fera l'AMF par courrier ou par mail pour nous dire OK, on a validé, voilà dans quel cadre réglementaire vous allez vous inscrire. Et en fait, le moment où, à nouveau, si tout se passe bien, tout le monde saura que ça s'est bien passé, c'est le moment où on communiquera qu'on a obtenu un enregistrement. Ok. Et si tout se passe mal, est-ce que y a une deadline où à un moment donné vous allez jeter l'éponge, vous dites c'est bon, on n'arrivera à rien, on y a déjà passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Il y a un Alors, truc comme ça dans votre tête? il y aura pas de jet d'éponge, je te rassure. Alors déjà, en toute franchise, on a fait vraiment un gros travail et je vais pas vous dire que on part gagnant, mais on a confiance et dans le travail qu'on a fait et dans nos arguments, dans le fait qu'on a écouté l'AMF et c'est tout bête, hein, mais dans le fait que quand vous êtes une toute petite boîte qui démarre avec de tout petits moyens et que vous tenez la distance pendant 2 ans de discussion avec le régulateur, bah, on vous regarde forcément un peu différemment. On comprend que vous êtes sérieux, que le modèle est travaillé, que vous savez où vous allez, comment vous y allez. Et quoi qu'on en dise, il y a évidemment des cases régulateurs à cocher, mais les gens qui vont défendre leur modèle devant l'AMF, c'est des êtres humains, et les gens à l'AMF qui valident ou pas, c'est aussi des êtres humains. Donc, il y a aussi une question de considération mutuelle, de respect mutuel, voilà, de se dire, OK, on est entre gens sérieux dans cette réunion, et ça, mine de rien, c'est une chose voilà, c'est pénible que les dossiers soient si longs, mais ça permet d'instaurer ça. Donc voilà. Ensuite, si effectivement on n'obtient pas le sésame de ce qu'on souhaitait, on a évidemment imaginé d'autres possibilités. Donc on pourrait tout à fait continuer à opérer comme aujourd'hui. Ce qui nous permet d'opérer aujourd'hui, c'est le fait qu'en marché primaire, on n'a pas de changement fondamental, si ce n'est le type de déclaration, en fonction de si on émet un actif numérique ou si on émet un titre financier. Donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, ça nous imposera d'organiser et d'imaginer différemment la liquidité de marché, donc en gros le marché secondaire pour faire simple. Voilà, donc on a imaginé des choses là-dessus. Évidemment, notre souhait, c'est d'avoir quelque chose qui soit accessible d'une façon extraordinairement simple, sans avoir besoin d'aller se mettre dans une juridiction exotique ou autre, parce qu'aujourd'hui, être enregistré en France, ça rassure nos investisseurs et c'est bien normal. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se bat depuis 2 ans, c'est qu'on pense que pour déloquer toute la puissance de la tokenisation, l'actif numérique est l'outil qu'il faut utiliser. Mais bien évidemment, on n'a pas fait un all-in sur cette hypothèse-là, et on a imaginé d'autres façons de faire si la réponse de l'AMF était négative en nous disant bah, non, vous ne serez pas un utility, vous serez un security. Voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y aura l'incertitude de notre côté, elle ne va pas durer encore extrêmement longtemps. En tout cas, ça sera tranché d'ici la fin de l'année. Si on voit que ça tourne en rond, on tranchera dans le vif, quitte à prendre nous-mêmes l'option qui nous paraît la moins pertinente entre les deux. Mais honnêtement, voilà, c'est évidemment des choses qu'on ne peut pas partager parce que tout le monde, de ce point de vue-là, observe ce qu'on fait. Voilà, mais on a un gros chemin parcouru, on a vraiment confiance dans le travail qui a été fait, et donc on ira vraiment à notre prochaine audience pour ressortir avec le sourire.
Ok, merci. Donc ça nous amène à la question suivante, un peu naturellement. Au niveau du marché secondaire, on part de l'hypothèse que vous avez réussi vos négociations avec l'AMF, vous avez obtenu peu ou prou ce que vous disiez, ce que vous désiriez. Le marché secondaire, est-ce que, première question, vous avez commencé à y travailler un petit peu ou à y songer sous forme technique ou sous forme organisationnelle? Ça, c'est la première question. Et sur la deuxième question, c'est quelle forme aurait ce marché secondaire pour les utilisateurs? Est-ce que c'est un système à carnet d'ordre ou c'est une mise en contact d'utilisateurs qui ont des tokens et qui s'achètent de pair à pair, un automatic maker? Quelle forme technique ça prendrait? Alors, donc ça dépend complètement effectivement du point précédent. Oui, si on arrive à nos fins avec avec un actif numérique dans le montage, là on peut être vraiment sur un marché secondaire facilité, donc type carnet d'ordre. Si jamais c'est pas le cas, on a étudié les deux hypothèses et qui forcément ne se contredisent pas entre quelque chose où on organise un canal de discussion où il y a un peer-to-peer qui se met en place et celui avec un système automatisé. Le sujet, alors donc, on va dire que d'un point de vue théorique, toutes les hypothèses aujourd'hui sont claires, sont écrites de notre côté. Voilà. Donc, on sait dans chacun des cas ce qu'on veut faire et ce qu'on fera. D'un point de vue technique, on n'a pas commencé à y travailler parce que ça voudrait dire mener 3 chantiers de front sans savoir lequel va sortir gagnant. C'est aussi pour ça, en toute franchise, qu'on s'est dit bah, c'est aussi bien si on a un certain nombre de projets avec un horizon plus court. Donc le passage était un projet avec un horizon plus court. Le prochain projet devrait l'être aussi. Parce que ça permet d'être moins dépendant en cas de besoin de liquidité du marché secondaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'on ne peut pas faciliter une transaction de marché secondaire en titre financier, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on a en gros 2 clients qui viennent vous voir en disant voilà, on s'est mis d'accord en peer-to-peer, moi je voudrais acheter ça, on s'est mis d'accord sur tel prix, on peut procéder à la transaction. En fait, il faut pas que nous, de notre côté, on soit vraiment en mode carnet d'ordre. Par contre, si on a 2 clients qui me disent, voilà, on s'est mis d'accord, voilà ce qu'on veut faire, on peut faciliter cette transaction, soit, on va dire, un peu en mode à l'ancienne, donc un peer-to-peer facilité, soit effectivement avec un système automatisé. Et le dernier point, qui n'est pas un secret d'État, c'est que développer tout ça, bah, ça coûte un petit peu de sous. Et donc, pour avoir les fonds pour faire tout ce développement, bah, il y a 2 façons de faire. C'est continuer accélérer les projets et enchaîner les projets qui se passent bien, dont celui qu'on compte lancer dans les prochains jours, et boucler une levée de fonds d'accélération qui peut nous donner la surface financière pour accélérer ce développement-là. Ok, c'est très clair. Ben, ça nous amène naturellement au prochain bien et je vais laisser la parole à Cyril pour la suite. Alors, on ne va pas aller tout de suite sur le prochain bien, puisqu'on n'a pas parlé du passage, c'était le point 3. Ouais, exactement. Oui, alors autant pour moi. Ouais, le passage, effectivement. Donc le réméré, ce que nous on a vu de notre côté, du côté utilisateur, ben, c'est que c'était un beau rendement, que c'était du court terme, et puis ben, que ça a eu un succès en termes, ben, ça s'est très bien vendu. Voilà, Oui. on va dire ça comme ça. Comment ça se passe actuellement au niveau de ce bien-là? Alors, il y avait une partie des intérêts, si je me souviens bien, qui était en fait payée par avance. Donc, on vit pour ces mois-ci, on vit là-dessus. Et au niveau Alors, ce n'est pas des actualité, intérêts, ouais, c'est une indemnité d'occupation. c'est ça. Donc voilà, parle-nous un petit peu de l'actualité du passage. C'était en collaboration avec, je ne sais plus quelle boîte. Avec Solustone. Voilà. Alors, le passage, donc ça se passe très bien. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, on a démarré en mettant 2 ans de loyer d'indemnité d'occupation en réserve.
Voilà, donc effectivement, il y a, il n'y a pas de risque d'impayé ou d'incident de paiement concernant les loyers du passage. Ça se passe très bien dans le sens où le projet de la famille qui nous a vendu le passage avance bien. Donc, je dis, donc le projet se passe tellement bien que les vendeurs du passage envisagent de racheter la maison pour y rester. Voilà, puisque projet de départ, on solde une entreprise, on divise le terrain de la maison en trois. Ils vendaient donc 2 parcelles nues et donc nous on a acheté la parcelle sur laquelle se trouvait leur maison. La sortie qu'ils avaient imaginée, c'est tout vendre et partir carrément sur autre chose. Et là, grâce à l'apport de cash de nous avoir vendu la maison, leur projet avance très très bien et donc ils envisagent même potentiellement de racheter la maison pour y rester. Donc en termes d'horizon temps, j'ai pas encore de choses à vous communiquer, mais je suppose que si les choses se passe très très bien. L'horizon de sortie du projet sera pas beaucoup plus que 12 mois. Euh, euh, voilà, maintenant, c'est eux qui font jouer leur option de rachat de leur bien quand ils le souhaitent. Et bien évidemment, de notre côté, on s'organisera quasiment pour que le jour où les fonds sont reversés à nos investisseurs, il y ait grosso modo ce jour-là ou le lendemain un autre projet qui démarre, voilà, de façon à pas, pour ceux qui souhaitent réinvestir et faire travailler les fonds, ne pas avoir de l'argent qui dort pendant quelques semaines. Voilà, donc quand les 100 000 euros qu'on a mis au départ seront rendus, l'idée c'est qu'ils puissent immédiatement potentiellement être investis sur autre chose. Voilà, donc ça se passe très bien sur le passage et voilà, le projet de la famille va même sans doute se terminer de façon encore plus sympa que le projet qu'ils avaient au départ. Et à la fois le succès de la collecte et la façon dont ça se passe avec les vendeurs, dont ça se passe avec Solustone, je peux vous communiquer 2 choses aujourd'hui. Donc, il y a 95% de chances pour que le prochain projet qu'on vous propose, ce soit de nouveau un réméré et avec Solustone, mais on en parlera avec Cyril au point 5. Et on a également acté avec Solustone un principe de monter de façon régulière des opérations ensemble sur des typologies de biens qui sont un peu différentes. Donc, est acté à 95% que Solustone, vous allez proposer un nouveau bien Solustone. Voilà, qu'on fera le prochain projet ensemble. Et ensuite, on va s'inscrire dans une forme de régularité. Voilà, puisque on collabore bien ensemble. Donc l'idée, ça sera de façon régulière, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois, d'avoir un bien de ce type-là à proposer, en alternance avec des investissements immobiliers plus classiques et traditionnels comme Niort, ou encore d'autres typologies d'investissement immobilier. Parce qu'à nouveau, l'objectif pour nous, c'est de permettre de diversifier au maximum. Et du coup, voilà. Question 5, Cyril. À toi. J'ai rien raté, j'espère. Ce soir, on t'invite pas par hasard. Hein. Évidemment, tu as un nouveau bien qui est en perspective, qui est dans les tuyaux et qui arrive, à mon avis, assez prochainement. Oui. Donc, on voulait avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu encore tôt pour toi pour tout dévoiler parce que on est encore à 1 semaine, 2 semaines de pouvoir vraiment bien le valider. Mais est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu plus, faire une petite présentation sur donc ce bien, est-ce qu'il sera en réméré, un petit peu le contexte. Voilà. Alors, je vais vous parler de ce bien-là en premier, et puis je pourrais vous dire un mot également du projet qui suivra. Donc, si on parle du bien à très court terme, alors évidemment, j'aurais adoré aujourd'hui faire une annonce qui fasse un peu l'effet d'une bombe. Pour ne rien vous cacher, on espérait signer aujourd'hui le compromis de ce projet-là, et puis ça a pris un peu de retard. Donc, on devrait, sauf incident, le signer milieu de semaine prochaine. Voilà, donc sauf incident, on fera une communication sur
tous les canaux, campagnes numériques et autres, pour annoncer que le bien est signé et on le lancera très rapidement derrière. Probablement qu'entre la communication et l'ouverture de la campagne, il se déroulera quelque chose comme 24 heures. Donc c'est court, hein, ça on en est conscient, mais on se dit aussi que si on signe semaine prochaine, qu'on publie le projet et qu'on se laisse une semaine pour que tout le monde fasse une recherche poussée de son côté, ça va nous amener assez rapidement au 25 juillet. Pour nous, ça fait tard. Voilà, donc on souhaite aussi le lancer pour que les personnes qui ont besoin d'être dans un contexte hors vacances pour regarder le projet et investir dessus, puissent le faire. C'est un projet qui est beaucoup plus gros que le passage. Donc, c'est un challenge pour nous. On a regardé des dossiers entre un peu plus de 200 000 et jusqu'à 400, ce que j'avais communiqué d'ailleurs sur Telegram. Là, le projet sur lequel on a arrêté notre choix, et à nouveau que j'espère vous confirmer dans quelques jours, c'est un projet avec une collecte à 280 000 euros. Donc, on n'est pas loin de 3 fois le passage. Ce qui fait aussi qu'on est plus confort pour lancer très vite la collecte en se disant que 3 fois le volume du passage. Alors, j'aimerais vous dire, on va le collecter en 48 heures, mais on ne va pas s'emballer non plus. Donc, on estime qu'on aura besoin d'un peu plus de temps que le passage pour booker la collecte et que ça laissera le temps à ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir investir dessus. On va être vraiment, sinon pour le reste, sur une typologie qui va, en termes de rendement et de durée, s'approcher du passage. Donc on sera sur le même rendement, donc 10,5. Donc ça, on est très content de pouvoir le maintenir parce que, comme je l'ai dit dès le passage, c'est une anomalie de marché d'avoir un investissement aussi sécurisé avec un rendement aussi élevé. Mais pour l'instant, on arrive à maintenir ce rendement-là. On va, je pense, accompagner plein d'investisseurs à faire un truc qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, c'est-à-dire un investissement sur un actif en région parisienne qui leur donne 10,5 de rendement. Voilà, puisque le projet qu'on doit signer, si tout va bien, la semaine prochaine, donc c'est une maison qui est divisée en 3 lots et qui se trouve en région parisienne. Donc c'est une super protection parce que la région parisienne, ça crache normalement des rendements qui sont faibles parce qu'on a une résilience du prix des actifs, une résilience patrimoniale qui est élevée. Voilà, donc là, effectivement, le réméré en région parisienne, ça permet de faire un peu une équation détonnante. Ça commence à nous mettre la pression parce qu'on se dit, si on fait ça pour le 3e projet, qu'est-ce qu'on va faire pour le 4e? À un moment donné, à force de monter les marches, ça va être sportif. Voilà, mais c'est un projet qui nous a beaucoup, beaucoup plu parce qu'on trouve qu'il a une équation rendement-risque qui est assez folle. Maintenant, voilà, maison en région parisienne, évidemment, ça c'était pas un budget à 100 000 euros comme le passage, d'où la collecte à 280. Et par rapport à l'aspect du réméré en lui-même, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails? Par exemple, donc le passage, c'était une famille qui avait un projet de construction. Ici, c'est quoi? Ouais. Alors ici, c'est un départ à la retraite, donc quelqu'un qui va solder son activité professionnelle, qui va solder son patrimoine immobilier, pour partir à la retraite avec les fonds qu'elle va retirer de tout ça. Sauf que il y a un peu de travail pour tout faire, et donc elle avait besoin de liquidité pour financer tout ça. Et donc, elle se défait d'un de ses biens immobiliers qui n'est pas sa résidence principale. À nouveau, c'est une maison divisée en 3 lots qui sont loués. Et donc, elle nous vend ce bien-là pour que l'apport de cash lui permette de mettre en ordre ses affaires et de vendre son patrimoine. Et donc, elle, clairement, il n'y aura pas le scénario possible du passage. Elle récupérera la maison pour la vendre. Ok. Ça marche. Voilà. Et donc, en termes d'horizon, ça dépendra de si elle a des offres qui lui conviennent. Mais voilà, comme tout départ à la retraite, je pense que le plus vite elle a soldé tout ça pour
pour partir sereinement profiter de sa retraite, le mieux elle se portera. Donc clairement, avec elle, on vise plutôt un horizon à 12 mois et ça sera un petit peu plus long si les offres ne lui conviennent pas. Ok, ça marche. Voilà. C'est plutôt un beau projet, je pense, surtout en région parisienne. Et on met toujours en séquestre, évidemment, 2 années de loyer. Hein. Okay, donc, quand je dis ça ressemble au passage, ça ressemble vraiment au passage. Ok. Et du coup, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que ça ressemblera au passage en 48 heures? J'y crois pas, mais c'est quoi un peu ton objectif là-dessus? C'est de le boucler en un mois? Oui. Alors, je serais très content même de le boucler Oui. un petit peu plus vite que ça, parce que si on le boucle en un mois, ça va nous amener mi-août. Je pense que la première quinzaine d'août, ça va beaucoup se calmer. Voilà, donc je serais très très content de le boucler on va dire entre 2 et 3 semaines. Ça serait vraiment super. Voilà, d'autant que vous savez que on n'a pas de potion magique. Hein. Nous, quand on vous met le projet en ligne, il est à 0, donc il est vraiment intégralement souscrit par la communauté, qui a continué à grandir. On a l'impression pour l'instant que les gens qui ont investi sur le passage sont très contents. On a plutôt des retours et des messages très sympas. Donc on se dit que ceux qui ont misé sur le passage vont probablement miser sur le prochain rémunéré. Et on a aussi eu beaucoup de messages de gens mécontents parce que quand ils se sont connectés dans la semaine pour investir sur le passage, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de place. Voilà, donc on a le sentiment qu'on a de la profondeur pour faire un très beau début de collecte. Est-ce qu'on est déjà capable aujourd'hui de boucler 280 000 euros de collecte en une semaine? Ça me paraît un peu costaud. Oui. Et je vous donne de nature prudente. Mais si on fait ça en 2 à 3 semaines, on en sera ravis. Et puis évidemment, la vendeuse également. Est-ce que tu as prévu un système de bonus sur ce nouveau bien en réméré pour cette somme? Alors, on a toujours les parrainages tels qu'ils sont. Alors, je ne vais pas vous raconter de Salamalek. Si jamais c'est compliqué et qu'il faut remettre la main au pot, évidemment, on le fera. Maintenant, on est aussi dans une situation où on se dit, voilà, alors certes, l'enveloppe est importante, mais on a un projet hyper qualitatif. On a un rendement quand même qu'on trouve habituellement quand on prête des fonds avec un certain niveau de risque. Aujourd'hui, on a un rendement en achetant un bien décoté entre 40 et 50%. Et on essaye aussi de se mettre dans une logique où, quand on boucle un projet, en particulier un gros projet, ça commence à alimenter un peu notre trésorerie parce que c'est aussi ce qui est garant de la pérennité de la boîte et du modèle. Donc, en toute franchise, nous, on aimerait boucler ces 280 000 euros sans devoir remettre des incentives pour booster encore le panier à partir de, je sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros, ce genre de choses. Voilà. Si on est obligé, évidemment, on y réfléchira, mais ça sera beaucoup plus sain pour la pérennité de l'entreprise qui est aussi importante que gratter un 0,5% ou un 1% de bonus à court terme, je pense, pour nos investisseurs. Voilà, qu'on commence à rentrer dans un modèle où, oui, il y a des incentives de parrainage et que le reste, ça puisse alimenter un peu la trésor pour financer des projets. Voilà, Fabien parlait du marché secondaire tout à l'heure. Typiquement, il faut qu'on mette un petit peu de sous en réserve pour financer tout ça. Eh ben, écoute, tout ce que je souhaite, c'est que vendredi prochain, on puisse commencer à financer ce bien. Donc, merci Mehdi pour cette petite partie sur la perspective que tu nous offres pour la semaine prochaine. Maintenant, on va parler un petit peu plus long terme, on va parler sur le marché de l'immobilier. De manière générale, toi, comment tu le vis, comment au quotidien, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes de biens, le prix des vendeurs, les notaires qui ne sont pas à l'heure, comment tu le vis? Alors, clairement, je vous résumerai bien ça en me disant c'est le Bronx, vraiment. Donc on a clairement encore une dichotomie entre ce que les vendeurs attendent et ce que le bien doit être payé. On reçoit encore régulièrement
des offres avec alors des premières offres, évidemment le prix payé n'est jamais celui-là, mais ça montre déjà l'approche des vendeurs. On nous envoie des produits de rendement où on a un rendement brut entre 4 et 4,5. Donc on répond poliment que entre 4 et 4,5, non, c'est pas, on ne peut pas appeler ça un immeuble de rapport, en particulier sur une ville secondaire. Voilà, donc il y a encore des attentes côté vendeurs qui sont élevées et assez peu réalistes, sans compter la problématique des taux de crédit, pardon. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, alors effectivement, tu as fait référence au notaire, qui est quelque chose qu'on touche du doigt dans plusieurs études. Le rythme et le nombre de transactions s'est écroulé. Ça, il suffit de lire les journaux pour le voir. Par voie de conséquence, beaucoup de notaires ont compressé leurs effectifs. Et donc, il y a beaucoup de tâches qui étaient faites par des clercs, qui étaient faites par des assistantes. En fait, ces gens ne sont plus là. Et donc, les notaires se trouvent avec, on va dire, moins de back-office ou parfois tout seuls pour faire l'intégralité des tâches qui avant étaient faites par une petite équipe. Ce qui fait que on a aussi beaucoup de notaires qui sont complètement dépassés. Voilà, donc ils ont très peu de volume de transactions, mais le peu de volume qui reste, il reste tellement peu de monde pour les faire que c'est compliqué pour eux. Voilà, alors sauf certaines très grosses études. Voilà, donc là, clairement, le marché est rentré dans à plein d'endroits dans une vilaine spirale. Donc on a des annulations, on a des retraits, on a des reports. Voilà, c'est d'autant plus un climat dans lequel moi, qui étais déjà naturellement prudent, je le suis encore plus. Voilà. Après, je voulais pas frustrer tout le monde. Voilà, tout le monde avait senti qu'on était dans la dernière ligne droite pour un bien. Voilà, j'aurais été ravi de vous donner tous les détails ce soir. J'espère que vous aurez tout dans quelques jours et qu'on n'aura pas de déconvenus ou de report sur la signature qui a été replanifiée semaine prochaine. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire aussi que c'est un marché où il y a des opportunités qui vont se présenter à un moment ou à un autre. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de lever des budgets importants quand ça se produira. Aujourd'hui, il y a des opportunités, mais il n'y a pas non plus des coûts complètement hallucinants. Mais ça viendra. Et puis, il y a un autre élément aussi qui n'est pas du tout, mais là, c'est très spécifique à la France. C'est que quand on dit que le contexte politique suite aux dernières élections a bloqué le volet gouvernance et politique du pays, il a aussi bloqué plein de choses au niveau du marché immobilier. Il y a des propriétaires qui ont peur en se disant est-ce que si c'est un gouvernement de gauche, je vais me faire matraquer et que finalement l'investissement IMO c'est fini. Il y en a d'autres qui disent oui mais attends finalement si les taux remontent brusquement parce que déficit, mauvaise gestion et autres, est-ce qu'il faut quand même que j'achète maintenant ou que j'attende plus tard? Voilà, donc c'est de façon générale la même chose qu'en bourse ou autre. L'incertitude n'est jamais bonne pour un marché comme ça. Nous, ce qu'on se dit, c'est que justement, on a la chance aujourd'hui de pouvoir proposer des choses très diversifiées, des choses, si on reprend le passage ou le prochain projet qu'on souhaite proposer, qui sont avec un horizon de temps qui est court, où il n'y a donc pas de sujet en plus de taux de crédit, parce que c'est des opérations qui sont faites intégralement cash. Voilà, et donc on est content de pouvoir amener une réponse dans ce contexte-là, mais si ça continue à être beaucoup le Bronx, ça nous posera des difficultés comme à tout le monde. C'est aussi pour ça que diversifier potentiellement sur d'autres classes d'actifs, mais qui ont une logique qui est proche de l'immobilier, ça peut être une façon d'être plus résilient. Et par rapport à Niort, du coup, est-ce que il y a des choses que vous voyez sur le marché si demain, en fait, vous devriez repositionner le bien que vous avez acheté, est-ce que vous l'achèteriez plus cher, moins cher Alors, sur Niort,
je pense qu'on serait dans les mêmes ordres de grandeur. Alors vous dire précisément, est-ce qu'on le prendrait un petit peu plus haut, un petit peu plus bas? Alors là, je parle hors travaux, évidemment. Hein. Sinon, Oui, bien dans le même état, est-ce qu'on le paierait un peu plus ou un peu moins? Honnêtement, j'ai pas été dans ce niveau de détail là. Il faudrait que je demande à Guillemette, qui est évidemment beaucoup plus sur le suivi de ça que moi. Maintenant, globalement, et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi Niort, on vous a dit que c'était une des 5 premières tensions locatives de France. Vous voyez que là, on vous a jamais communiqué de problème de vacances pour relouer un bien, que ce soit en courte durée ou en longue durée. Donc le marché à Niort est très résilient pour cette raison-là. Ça continue à être une ville dynamique d'un point de vue étudiant, dynamique d'un point de vue emploi. Voilà. Mais en toute franchise, il faut surtout pas généraliser le cas de Niort à toute la France. En règle générale, on trouve toujours des zones qui, parce qu'elles sont tendues, de qualité, résistent même dans un marché compliqué. Voilà, les zones où c'était un peu plus touchy, c'est compliqué. On nous a proposé par exemple des choses à Saint-Etienne. Pour vous donner un exemple très concret, bah, à Saint-Etienne, clairement, les incertitudes sur Casino, qui est le plus gros employeur du coin, bah, nous a posé question. Parce que bah, quand on vend une grande partie de son parc à d'autres distributeurs, bah, ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de payer autant de personnes au siège pour faire tourner les fonctions back-office. Donc, est-ce que c'est un plan de départ? En tout cas, pour nous, c'est potentiellement une population avec pas mal de cadres qui va décroître sur Saint-Etienne. Et donc, on se dit, bah voilà, finalement, le type de bien que nous, on vise, est-ce qu'on a un risque là-dessus ou pas? Il n'y en aura peut-être pas, mais on a préféré ne pas y aller. Et c'est des choses, pour l'instant, on touche du bois, dont on est préservé sur un contexte comme Niort. ok. Et du coup, est-ce que vous prévoyez donc une réévaluation pour The One? Alors peut-être pas forcément cette année, peut-être dans 2 ans, dans 4 ans, dans Bon, 5 alors, ans? l'engagement, il est contractuel, hein, il est dans vos contrats. On fait la première évaluation au bout de 2 ans de détention. Donc, ce sera l'année prochaine. Ok, impec. Du coup, on peut passer directement à la suite. La stratégie d'Atoa dans les prochains mois, tu en as déjà un petit peu parlé. En gros, si je dois résumer, et puis complètement, en gros, ce que vous attendez, c'est des biens Solustone un peu plus régulièrement, et puis de chercher à côté des biens type The One pour Oui. compléter, et, avec Alors, l'espérance ouais. d'avoir un côté AMF tout tamponné de vert. Oui, alors c'est bien. Pour le court terme, c'est bien résumé. Alors, on peut y ajouter quelque chose. On a aussi signé un partenariat avec un gros intermédiaire financier qui fait de la finance éthique, qui, en analysant notre montage, l'a trouvé très intéressant et correspondant à ce qu'il souhaite proposer, ce qu'il doit proposer à ses clients. Donc, le premier projet qu'on fera avec lui, soit dans le courant de l'été, soit dès la rentrée, ça sera des bureaux. Alors, des bureaux dans un contexte bien particulier, hein, puisque le bureau en ce moment soulève plein de questions. Donc, évidemment, on ne fait pas n'importe quel projet de bureau. Alors, ça sera un peu particulier, puisque quand on fera le projet avec lui, on aura une prévente pour ses clients à lui avant d'ouvrir la souscription au projet à l'ensemble des clients. Voilà, on va faire notre premier projet comme ça avec lui. Et donc, lui nous amène une diversification et géographique et typologique d'expertise. Et il nous amène aussi une belle communauté de clients qui va venir compléter la capacité de la communauté qu'on a déjà à financer des biens, ce qui nous permettra d'aller sur des choses plus grosses sans avoir besoin quelque part de doper la collecte d'une façon ou d'une autre en cédant l'intégralité de la marge à des CGP ou autres, même si on travaillera évidemment avec des CGP, c'est des acteurs incontournables. Mais il faut arriver à avoir un mix qui permette aussi à l'entreprise de gagner sa vie et de se développer. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont à très court terme. Après, en termes de stratégie à moyen terme, on aura 2 sujets. Le premier, c'est effectivement la première fois qu'on vous proposera un actif
qui ne soit pas de l'immobilier au sens traditionnel du terme. Si on reprend du coup, tu nous disais, donc tu nous réserves des petites surprises dans les prochains mois, et notamment en fait des biens immobiliers qui pourraient être autre chose. Ouais. Alors on a été approché par pas mal de monde, alors qu'on a un petit peu calmé parce que les gens ont parfois l'impression que la tokenisation c'est magique. Donc on leur a dit que voilà, on avait aussi un développement à gérer à notre rythme, une croissance au niveau des tailles de projet, etc., etc. Mais on a plein d'acteurs très différents qui sont venus nous voir en disant bah voilà, aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir proposer des projets ou des morceaux de gros projets directement à des particuliers. Alors pour des raisons très diverses, hein, il y a des acteurs qui travaillent en semi-public qui voudraient impliquer le citoyen. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de travailler qu'avec des gros instits et qui se disent que bah, éventuellement en désintermédiant et en passant directement avec le petit porteur, ça peut faire une meilleure distribution de résultats pour tout le monde. Voilà. Ok. Et ben écoute, c'est des bonnes nouvelles et on attendra les prochains mois du coup pour en savoir un peu plus. Alors ça sera probablement début 2025 si on tient la roadmap. Voilà, je pense qu'on ira jusqu'à la fin de l'année en développant ce qui a bien marché et on ira sur quelque chose d'un peu différent l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, c'est quand même dans quelques mois, Mehdi. C'est vrai. Du coup, au niveau des questions, moi j'avais 2 questions et puis après on passera aux questions du chat. Il fut un temps où tu avais évoqué une possible rencontre des investisseurs à Station F. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Est-ce que ça sera fait fin d'année, etc. Est-ce que bon, aujourd'hui ça prend un peu de temps d'organiser tout ça? Alors, est-ce que c'est dans les tuyaux? Non. Est-ce que c'est toujours dans les objectifs et la volonté? La réponse est oui. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui plairait et qui est attendu par un certain nombre de personnes qu'on puisse organiser une rencontre en physique. Simplement aujourd'hui, on est ravi que les choses s'accélèrent. On reste une petite équipe. On a fait le choix pour l'instant de ne pas créer d'emploi en CDI chez Atoa parce qu'on considère que l'entreprise n'est pas encore suffisamment lancée, robuste d'un point de vue rentrée financière pour se permettre ce genre de choses. Donc c'est la même équipe qui gère tout ce qu'on a partagé ensemble ce soir. Que celle qui a lancé l'entreprise il y a 2 ans. Alors on a fêté les 2 ans de création juridique de la boîte il y a un mois. Voilà, donc c'est vrai qu'on se concentre sur l'activité, le fait de faire accélérer l'activité, mais on a toujours la volonté d'organiser un joli événement en anticipant évidemment son annonce pour que ceux qui sont pas en région parisienne puissent éventuellement s'organiser pour y participer. Voilà, donc c'est toujours dans la volonté. Maintenant, quand je vous dis quelque chose est dans les tuyaux, ça veut dire que c'est sûr que c'est fait avant la fin de l'année. J'adorerais honnêtement qu'on fasse ça d'ici la fin de l'année, mais j'en suis pas certain. Donc, et vous savez que j'ai pas l'habitude de promettre des choses qu'on ne fait pas. Et dans le pire des cas, tu es début janvier, si ça n'a pas changé, à Cryptoxer. Alors fin janvier. Cette année, c'est à cheval sur janvier-février. Donc on fera une com aussi. Je crois que c'est 30-31 premier, j'ai peur de te dire une bêtise, ou c'est 31 premier 2, mais c'est vraiment à cheval sur janvier-février. Sachant que c'est un endroit idéal donc, pour rencontrer Atoa et d'autres acteurs. Oui. Une autre petite question, donc c'est Minus qui nous la pose. Ce n'est pas lié à l'immobilier et franco-français. Je sens que c'est les impôts. Est-ce que vous allez proposer un IFU ou un jour prélever à la source directement les impôts pour les Français? Faut pas me poser des questions où j'ai le choix entre cacher des choses et botter en touche. Alors, évidemment, le fait de faciliter la déclaration est évidemment une priorité. On ne l'a pas fait pour 2023 parce que globalement, sur 2023, il y avait 4 mois de versement sur un projet pour nos clients. Donc, on s'est dit, bon, ok, c'est pas la priorité. Alors, je suis désolé, je vais peut-être donner envie sans en donner assez, mais je ne peux pas donner plus que ça. Il y a une bonne raison pour laquelle
le sujet fiscal a un peu de retard, c'est parce que, pour tout vous dire, dans nos discussions avec l'AMF, on est concentré sur le sujet Utility Security, et c'est évidemment ça la priorité. Il se trouve que, dans ce qu'on leur propose, il y a aussi un ajustement qui aurait des répercussions fiscales très, très, très intéressantes pour nos clients. Voilà, maintenant, rien ne garantit qu'on va y arriver. Voilà, donc avant de graver quelque chose dans le marbre sur le volet imposition, on voulait être au clair sur ce sujet-là. Mais si le dossier qu'on va défendre dans les prochaines semaines est accepté, il aura un impact, évidemment, dans le bon sens du terme, sur la fiscalité de ce qu'Atoa vous reverse. Voilà. Désolé, Minus, je ne peux pas tout dire parce que, un, c'est trop hypothétique, et deux, je ne vais pas lancer les secrets de fabrication à la vue de tout le monde. Voilà. Mais dès que ce point-là sera traité, on pourra développer quelque chose qui sera un peu plus robuste. Mais si on arrive à nos fins, je vous promets que vous serez tous très, très, très contents de pas avoir eu quelque chose d'encore gravé dans le marbre sur la partie fiscalité. Et du coup, si d'autres dans le chat ont encore des questions. Alors moi, j'avais une question là qui m'est venue en cours d'AEMA, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu as parlé tout à l'heure d'une levée de fonds pour dynamiser Atoa. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est juste un projet pour l'instant? Ça serait quand à peu près? J'en sais rien, je te pose des questions là. Ouais. Après, je pense qu'il y a une question derrière la question, donc je vais répondre à ta question et je vais essayer de répondre à la question que j'intuite derrière. Donc, pour quand? Nous, ce qu'on souhaite, c'est boucler une levée globalement pour la fin d'année. Donc, ça veut dire que les contacts ont déjà commencé. Voilà, donc clairement, c'est quelque chose qui est déjà dans le pipe. Je ne vais pas vous mentir non plus. C'est sûr que si on fait un carton sur le projet qu'on espère lancer semaine prochaine, si on fait un carton sur le projet qu'on prévoit de lancer avec notre nouveau partenaire, et globalement, on va être dans les mêmes ordres de grandeur, hein, donc ça fera au total quelque chose comme entre 550 et 600 000 euros de souscription. C'est évidemment un signal très fort qui est envoyé au marché et qui facilitera le fait qu'on boucle, un, une belle levée, et deux, à une bonne valorisation. Voilà, donc tout ce que je vous ai raconté est évidemment complètement imbriqué. Alors, la question que j'intuite derrière la question, et tu as le droit de me dire que je me trompe, c'est j'avais promis depuis le début de l'aventure Atoa que le jour où on ferait une de nos premières levées de fonds, donc en gros, en l'occurrence, on a fait une toute petite dernière avant de lancer la boîte. Donc là, ce serait la première levée post-démarrage d'activité. Elle serait ouverte à nos clients, et en particulier aux investisseurs des projets qui précèdent la levée. C'est toujours dans les projets, clairement. Maintenant, il y a toujours un problème, en tout cas une question légitime, quand on est sur ce contexte-là, qui est de dire, bah tiens, je vais lever des fonds, je propose à mes clients de souscrire à la levée de fonds de mon entreprise. Quand je fais ça, je m'adresse forcément, et honnêtement, ce n'est faire injure à personne, à des gens qui ne connaissent pas ni la levée de fonds, ni les métriques d'une levée. Je m'explique quand je dis métriques d'une levée, c'est qu'aujourd'hui, quand un fonds d'investissement il investit dans 10 startups et qu'il dit à ses investisseurs qu'il va leur reverser, on va dire 15% de rendement, en réalité, sur les 10 startups où le fonds va investir, il y en a entre 3 et 4 qui vont mourir, entre 3 et 4 où ça va ressortir à zéro, et entre 2 et 3 qui vont tellement performer en termes de valo
qu'elles vont générer un plus 15, un plus 20, voire plus, l'ensemble du portefeuille. Voilà. Donc clairement, donc les fonds d'investissement, c'est des pros, c'est des gens qui passent en revue des pitch decks, des business plans, des tractions d'entreprise toute la journée. Et même en étant des pros qui font ça à longueur de temps, vous voyez, ils ont un ratio où c'est entre 20 et 30% des investissements qui finalement font des gros succès et génèrent la performance sur tout le reste. Donc, moi, je ne veux pas lancer une levée de fonds ouverte à mes clients particuliers sur Atoa s'il n'y a pas clairement un leader à l'avant du peloton. Donc, le sujet, ça sera pour nous, alors ça sera à négocier aussi, puisque c'est à négocier avec les investisseurs qui rentrent, de dire on va réserver une quote-part de la prochaine levée à nos clients, mais tous ces sujets-là où forcément il y a un problème d'expertise, il y aura un professionnel qui aura discuté ces sujets-là, qui aura discuté la valo avec nous, et évidemment, tous les documents qui attestent ce qu'on fait seront mis à disposition, qui aura passé en revue le business plan, qui aura passé en revue la stratégie, et qu'on trouve un moyen de communiquer ça aux clients qui sont intéressés, sans mettre ça en libre accès pour 50 € à tous nos concurrents. Donc, il y aura un équilibre à trouver là-dessus. Est-ce que j'ai bien intuité la question derrière la question Oui, mais on pouvait aller plus loin, mais ce n'est pas le sujet du jour. Merci pour… Il n'y a pas d'autres questions et que tu vas aller plus loin, ce sera avec plaisir. Merci pour les réponses. Dernière question qu'on avait à te poser. Tu as vu que Tokenize existe. Il existe là, il existe dans cette AMA. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses que Tokenize pourrait apporter à l'écosystème? Alors, tu connais bien notre mentalité. Ouais. Est-ce que tu aurais des envies particulières? Alors ça pour nos auditeurs, c'est un truc qui est assez drôle parce qu'on n'en a jamais discuté avec Mehdi aussi directement que là, donc on va être aussi surpris que vous. Hein, donc, alors, la première chose assez évidente que ça peut apporter à l'écosystème, c'est que moi, je ne crois pas qu'on soit dans un écosystème où il y aura un winner takes all, donc globalement un projet qui réussira, qui raflera tout, et finalement personne autour ou des tout petits acteurs qui vivotent. Voilà, je pense que l'écosystème s'équilibrera, y compris en France, avec quelques acteurs. Et probablement dans ces quelques acteurs, il y en a qui n'existent pas encore parce que les évolutions de réglementation, les évolutions gouvernementales ont forcément des impacts à chaque fois et c'est compliqué de tout prévoir. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que c'est tout bête, hein, mais quand on a 25 ans et qu'on a un projet de tokenisation IMO, on a un certain nombre d'avantages, probablement de main dans la tech, d'un peu plus vivre soi-même l'expérience de ses clients. Quand on a un peu plus de kilomètres au compteur, ce qui est mon cas, hein, parce que j'ai quand même 46 ans, je suis peut-être un peu moins pointu sur cette partie-là. Par contre, moi, j'ai toujours appris à monter des business comme on joue aux échecs, de toujours essayer de prévoir les 10 coups fourrés qui peuvent arriver de toutes parts derrière. Voilà, donc tous les projets ont des atouts un peu différents. Et pour moi, il n'y a pas un atout qui est forcément celui qui fait gagner plus que les autres. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une communauté qui peut challenger très tôt des projets qui sont jeunes, voire des projets qui n'existent pas encore. C'est un premier point. Et le deuxième, ça, je pense que vous l'avez tous vécu en tant qu'investisseur. La première difficulté d'un projet de tokenisation / fractionnement, en fonction de si on va sur la blockchain ou pas, c'est il faut monter quelque chose qui soit convaincant, en n'étant pas forcément soi-même toujours le meilleur juge de ce qui va être convaincant dans son montage. Voilà, et je me mets là-dedans, hein, je donnerai l'exemple si vous voulez.
Le deuxième sujet, c'est que même quand on fait quelque chose de convaincant, rencontrer une première communauté un peu de hardcore users qui vont vous aider à amorcer la pompe, c'est compliqué aussi. Et si on va simplement la chercher en acquisition digitale et autres, ça coûte très vite très cher. Voilà, donc probablement que pour un petit projet, mais qui fait les choses sérieusement, bien, qui donne des gages de réassurance, c'est une façon de parler à un certain nombre de personnes qui si elles sont convaincues, vont être au rendez-vous. Alors, je ne vais pas citer de nom parce que vous les connaissez aussi bien que moi, et c'est jamais très sympa de parler de choses qui se sont pas passées comme des collègues auraient souhaité, mais vous avez tous vu plein de projets s'arrêter en cours de première collecte, avant leur première collecte, juste après avoir théoriquement bouclé une première collecte. Voilà, donc on a la phase de je fais quelque chose qui marche, et après on a la phase de je réussis mes 2 premiers projets, et ça reste des moments difficiles et critiques. Et donc ça, une communauté qui est convaincue par un projet et qui sait se mobiliser un peu, c'est un vrai truc important. Le deuxième, et ça c'est ultra précieux, c'est le niveau d'exigence. Vous me voyez, pour ceux qui suivent un peu le Telegram à toi, soit le nôtre, soit les canaux sur Imo Crypto ou chez Libre comme l'air. Il y en a qui doivent se dire que je suis maso parce que des fois, j'ai des clients qui me font des remarques un petit peu sèches et je les remercie. C'est ça aussi qui fait avancer. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément repérées dans le radar. Et on se dit, tiens, j'avais pas vu que ce truc-là, il manquait. Et en fait, il faut que j'avance. Alors, pour ça, il faut aussi s'impliquer soi-même, parce que Minus, il a posé une question tout à l'heure sur la fiscalité, mais Minus, il m'a déjà interpellé là-dessus sur Telegram. Et je m'en souviens, parce que je n'ai pas délégué de Telegram à un community manager ou autre. J'y suis, parce que pour moi, voilà, tout ce que vous me dites sur les différents canaux, c'est important pour avancer dans le bon sens. Les remarques que j'ai eues sur des ajustements souhaités sur les contrats, c'est génial. C'est-à-dire que le contrat de revenu doit faire 22 ou 23 pages. Le contrat de fiducie, il en fait 48. C'est sûr que le jour où j'ai mes 250 investisseurs d'un projet qui passent en revue le contrat et qu'il y en a chacun qui me fait une micro-remarque, ça fait monter en précision mon contrat de façon remarquable. Donc ça, avoir une communauté où on a un certain niveau d'expertise, d'engagement, de gens qui vont avoir envie d'aller gratter un petit peu, voire se répartir les dossiers en disant tiens, va gratter un tel, moi je vais gratter un tel, c'est important pour rassurer les autres, mais c'est aussi important pour challenger les projets et les faire avancer. Ceci dit, sans démagogie aucune, pour que ça marche, ça veut dire que le projet est là non seulement pour écouter, mais aussi pour entendre ce qu'on lui dit. Et ça dépend quand même beaucoup de la culture de la team. Voilà. Sur ces sujets-là, c'est beaucoup Guillemette et moi qui sommes en première ligne. Nous, c'est notre culture. Pour nous, un client qui nous fait des retours, c'est un consultant hyper impliqué qui nous fait des retours de conclusion de façon gratuite. Donc, on est super content de récupérer ça et de se dire, tiens, on se le met dans un coin, on se le met dans une to-do list. Peut-être qu'on pourra le traiter que dans 6 mois, mais cette remarque-là, elle est hyper précieuse. Et donc ça, pour nous, une communauté comme Tokenize, ça doit nous permettre d'apporter ça. Ça doit aussi nous permettre de nous challenger, parfois en amont d'une décision. Voilà, j'ai sollicité Tokenize pour le rémérer. Et pour être tout à fait franc avec vous, je n'avais pas forcément accordé une valeur aussi importante au fait que quand un réméré Atoa Solustone se passe mal pour le vendeur, on le spolie pas, c'est-à-dire qu'il perd pas sa maison pour 50% du prix et que le jour où on revend, on récupère notre dû et on lui rend le reste. C'est cet élément-là, l'importance de cet élément-là, moi je l'ai reçu suite au sondage sur Tokenize, où j'ai plein de gens qui se sont exprimés, qui ont fait des remarques en disant là moi ça me gêne, le réméré, possiblement on va spolier des gens. Et j'ai dit non, en fait chez nous c'est comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sensibles. Le jour où on ira sur un actif mobilier autre que de l'immobilier, il y aura une question Tokenize, forcément, parce que ça permet aussi parfois d'anticiper des inquiétudes que peuvent avoir les investisseurs
d'y répondre rapidement et de bien packager la réponse avant de mettre ça à la vue de milliers de personnes. Voilà. Et d'être en face de gens qui sont plus pointus, donc qui vont vraiment aller gratter loin. Bon, bah merci, on prend ça comme un compliment de ta part. Euh, on a fini, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, je regarde le chat, non. On en a fini pour ce soir. Donc, pour rappel, alors merci Mehdi d'avoir participé à ce deuxième AMA. C'est évidemment, comme je l'ai dit au début, enregistré, ça sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. On vous rappelle que tout ce qui se dit là, ce n'est pas des conseils en investissement, ni de notre part, ni d'ailleurs de la part de Mehdi. Merci aux spectateurs qui nous ont suivis en direct. Pour les autres, ça sera sur YouTube. Mehdi, on te laisse le mot de la fin, des remerciements et puis nous dire peut-être quand est-ce qu'on se retrouvera, en tout cas peut-être la semaine prochaine. J'espère. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à ceux qui sont venus assister au direct et à ceux qui écoutent en replay de nous accorder un petit peu de leur temps. Juste pour remettre une couche, ce que j'ai dit à la fin. Alors, déjà, vous êtes habitués. Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas. Donc, ce que j'ai dit à la fin sur Tokenize, c'est vraiment comme ça que je vis les choses. Et pour moi, probablement que la première erreur que peut faire un projet, que peut faire un entrepreneur qui porte un projet, c'est de ne pas écouter. Les investisseurs ont des choses à vous dire. Le banquier, même quand il est désagréable, a des choses à vous dire. Vos clients ont des choses à vous dire. Et même si ça fait du bien au moral d'avoir des clients qui vous disent que ce que vous faites, c'est génial, ça fait du bien au monter le niveau de votre boîte, d'avoir des clients qui vous disent là où vous n'êtes pas bon ou là où vous êtes perfectible pour être un peu plus soft. Voilà, donc c'est vraiment précieux. Merci d'avoir fait ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est vécu probablement très différemment d'un projet à l'autre. Voilà, mais pour moi, toutes les remarques sont bonnes à écouter. On les entend pas forcément toutes parce que les choses sont pas possibles, mais avoir un canal qui vous remonte de l'information, qui vous remonte du challenge, c'est hyper précieux. Voilà, et pour moi, c'est hyper précieux pour tous les projets, ceux qui sont très matures, ceux qui sont un petit peu sur le chemin comme nous, et puis ceux qui vont démarrer. Et pour revenir aux informations, j'espère vous publier une grande nouvelle milieu de semaine prochaine. Donc, on sera vers le 17-18 juillet avec un très, très, très beau projet qui est soit celui qu'on a mis en premier sur notre liste dont j'ai parlé tout à l'heure, ou éventuellement le deuxième choix qui est pas mal non plus. Et on vous tiendra évidemment informé du lancement du projet suivant qui sera aussi pendant l'été. Et surtout, quand est-ce qu'on le lance et quand est-ce qu'on envisage de l'ouvrir à tout le monde, puisque sur ce quatrième projet, il y aura une première partie où notre partenaire va avoir un peu la primeur. Voilà. Mais donc, beaucoup de choses, alors beaucoup de travail, je pense que vous l'avez senti j'avais beaucoup de choses à dire à toutes les questions, donc on a beaucoup de boulot, on est vraiment 7 sur 7 sur tous les sujets, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on est un jeune projet, quand il y a beaucoup de choses qui se passent, quand les choses s'accélèrent, c'est qu'on est sur la bonne trajectoire. Maintenant, il faut aller au bout. Et je remercie à nouveau ceux qui sont là, ceux qui écoutent, et tous ceux qui nous ont fait confiance sur Niort, sur le passage, et qui nous feront confiance sur les prochains. Et c'est pour ça que c'est normal qu'on leur ouvre une prochaine levée. C'est, comme je le disais, une réussite d'entreprise, c'est une belle équipe aux commandes, c'est des bons investisseurs au capital pour soutenir la boîte, et c'est surtout une super communauté de clients, parce que le client, c'est quand même le seul qui a le pouvoir de fermer une boîte quand il veut. Il suffit juste qu'il arrête de vous faire confiance, qu'il arrête de vous confier son argent, et donc il licencie toute la boîte et il vous dit que la boîte ferme. Donc ces trois composantes-là sont au moins d'égale importance, pour ne vexer personne, dans la réussite d'une boîte. Et donc vraiment, je
Je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous feront confiance, parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui et qu'on ira très loin. Sur ces sages paroles, merci Mehdi, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouvera probablement prochainement pour un autre AMA ou Dieu sait quoi, là où le Tokenize nous emmènera. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.